Théo, je suis professeur au département de géomatique appliquée. En fait, je suis intervenu dans le projet qu'on va voir aujourd'hui comme superviseur du doctorat de Justine Boulan. Justine était aussi co-dirigée par Samuel Fouché du CRIM, le Centre de recherche informatique de Montréal. Donc, Justine, aujourd'hui, va vous présenter les résultats de son projet de doctorat qu'elle a complété en décembre dernier dans une soutenance à huis clos, Covid oblige. Donc, aujourd'hui, elle va refaire un peu la présentation de sa soutenance. Ça lui permet de diffuser un peu ses résultats publiquement. Donc, son projet de recherche a porté sur l'identification des problèmes phytosanitaires de la vigne en associant l'imagerie proximale et l'apprentissage profond. Donc, la conférence a une durée d'environ 1 heure, je pense, tout inclus. Justine va présenter pendant 30-40 minutes, puis on aura du temps à la fin pour les questions. Donc, Justine, à toi l'honneur. Ouais. Donc c'est bon, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Ok, très bien. Bonjour à tous, puis merci d'être ici aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter les travaux sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années, puis comme l'a dit Jérôme, qui portait sur l'identification automatique de problèmes phytosanitaires en se basant sur une association de l'imagerie à ultra haute résolution spatiale et de l'apprentissage profond. Donc, comme cette présentation utilise le même support que celui de ma soutenance de thèse, on va avoir un format assez classique. Je vais commencer par quelques mots d'introduction pour présenter le contexte du projet, puis je vais vous présenter ensuite les 3 cas d'études qui constituent ma thèse. Donc, commençons par quelques mots de contexte. Avec l'arrivée de la mécanisation et des intrants chimiques lors de la seconde moitié du XXe siècle, les pratiques agricoles et les paysages associés ont été fortement modifiés. Ces évolutions ont notamment permis une augmentation de la production, mais elles ont aussi eu des impacts négatifs sur l'environnement. On constate notamment une perte de biodiversité, une chute du nombre de pollinisateurs ou encore un appauvrissement et une érosion des sols. Donc ces externalités négatives risquent de peser à terme sur les rendements. On s'attend aussi à un autre chamboulement, celui du changement climatique, qui va lui aussi impacter l'agriculture de différentes manières, notamment au travers de la pression phytosanitaire. Quand on parle de problèmes phytosanitaires, on fait référence à l'ensemble des stress qui vont venir impacter négativement les récoltes. On ne sait pas encore exactement comment les changements climatiques vont impacter les problèmes phytosanitaires, mais on peut s'attendre à avoir une pression exacerbée ou du moins différente, donc qui va demander un effort d'adaptation de la part des agriculteurs. L'équilibre risque donc d'être de plus en plus difficile à trouver pour eux puisqu'ils doivent continuer à répondre aux exigences de productivité tout en intégrant cette vulnérabilité différente ou croissante liée au changement climatique et aux déséquilibres environnementaux. À cela s'ajoute une transition nécessaire vers des pratiques agricoles plus durables, que ce soit par conviction ou parce que les législations évoluent, notamment pour limiter la quantité de pesticides utilisés. Cette transition vers une moindre dépendance aux produits phytosanitaires va être plus ou moins facile selon les secteurs agricoles. La vigne, c'est une culture qui est sensible aux ravageurs et aux maladies et pour laquelle, en plus, la qualité de la récolte est importante. En lutte dite conventionnelle, on va souvent avoir des épandages systématiques pour protéger les cultures. Et ça, c'est une stratégie qui est très consommatrice de produits phyto. En France, en 2006, la vigne représentait 3% de la surface agricole et 14% des pesticides utilisés. Il existe des moyens, des stratégies pour protéger les cultures de façon plus durable. Et une des pratiques importantes pour y parvenir, ça va être le suivi des cultures. Avec des prospections régulières et donc des interventions rapides dans les champs, on va réussir à diminuer la vulnérabilité des cultures face aux ravageurs et maladies. Le problème, c'est que réaliser des prospections régulières, ça demande beaucoup de temps et surtout quand on a des surfaces cultivées conséquentes. Donc les agriculteurs ne peuvent pas toujours
faire des prospections aussi souvent qu'à l'idéal ou sur l'intégralité du champ. D'où la volonté de développer des outils d'aide à la prospection. L'idée, ce serait de mettre une caméra sur une plateforme comme un drone, un tracteur ou un robot qui soit capable donc de prendre des photos sur toute une parcelle. Les photos sont ensuite analysées automatiquement pour générer une carte de l'état de santé du champ. Dans ce projet, on s'est focalisé sur la seconde étape, le développement d'un algorithme pour analyser les images. Développer un outil d'aide à la prospection, c'est loin d'être simple parce que déjà, il y a une complexité inhérente au diagnostic. Quand on a un symptôme, celui-ci il est amené à varier dans le temps selon l'intensité de la contamination, selon le cépage. Et puis, on n'a pas une relation de 1 pour 1, un symptôme égale une maladie. C'est plus compliqué que ça. Pour un outil de prospection, on a également besoin d'avoir un algorithme qui soit capable de gérer la complexité d'une image acquise en champ. Donc, ça veut dire qu'il contient des conditions d'illumination qui peuvent varier, des effets d'ombre et puis cet effet de superposition foliaire qui complique aussi l'analyse. En 2016, on a pu constater des améliorations dans le domaine du diagnostic automatique sur des photos comme celle-ci, donc une feuille sur un arrière-plan uniforme. On a par exemple donc ces travaux de Mohanty et de son équipe qui ont travaillé avec la base de données Plant Village qui contient environ 54 000 images sur 14 cultures et 26 problèmes phytosanitaires différents. Ils ont obtenu plus de 99% de bonnes prédictions en test sur une classification à 36 classes. Derrière ces excellents résultats se trouvent des techniques d'apprentissage profond. Donc l'apprentissage profond, ça fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Ce sont des réseaux de neurones qui vont être capables de définir automatiquement leurs paramètres internes pour réussir à différencier les catégories qu'on fournit en entraînement. Nous, ce qu'on a donné en entrée à notre réseau, c'est une quantité importante d'images rouges, vert, bleu qui correspond à différents problèmes phytosanitaires de la vigne. Donc ces images sont analysées plusieurs fois par le réseau de neurones qui va changer ses paramètres internes pour réussir à différencier les catégories qu'on lui a données. On a 2 sorties qui nous ont intéressés pendant ce projet. La première, c'est la classification, où le but est donc de récupérer un label pour chaque image. Donc cette image contient-elle de la vigne saine ou non saine? On s'est aussi intéressé à la segmentation, donc qui permet d'avoir un résultat plus fin puisqu'on va avoir une prédiction pour chaque pixel de notre image. Les réseaux qu'on utilise, ce sont des réseaux de neurones convolutifs. Ce sont des réseaux qui sont constitués d'une succession de couches de convolutions et de couches non linéaires qui vont qui vont extraire des représentations dites de haut niveau. Donc en fait, dans les couches les plus basses, on extrait des caractéristiques assez simples. Et c'est vraiment grâce à la succession de convolutions et de non-linéarité qu'on arrive à des caractéristiques plus complexes qui vont ensuite alimenter un classifieur. On s'est rendu compte qu'avec ces techniques, on avait vraiment une bonne robustesse à la variabilité que peut avoir un objet. Donc, grâce à ces réseaux de neurones convolutifs, les modèles ont été capables de reconnaître des objets, même si leur forme, leur couleur, leur taille étaient amenées à varier entre les objets d'une même catégorie. Donc, c'est cette robustesse à la variabilité qui nous a particulièrement intéressés et qui semblait tout à fait adaptée pour la reconnaissance de problèmes phytosanitaires. D'où notre problématique, l'apprentissage profond et plus particulièrement les réseaux de neurones convolutifs peuvent-ils permettre de développer un outil d'analyse d'images automatique pour l'identification de problèmes phytosanitaires de la vigne? Pour répondre à cette question, on s'était fixé 3 sous-objectifs. Le premier, c'était de voir si on pouvait développer un modèle robuste à la complexité du vignoble. Donc ça veut dire qu'il soit robuste à des conditions d'entretien de vignes différentes, à différentes conditions météo et d'illumination, mais aussi capable de gérer la complexité de l'architecture foliaire et des stats phénologiques. On voulait aussi voir si les réseaux de neurones convolutifs pouvaient permettre de développer un modèle robuste à la complexité des problèmes phytosanitaires. Et enfin, on souhaitait investiguer certains aspects qui pourraient faciliter le développement d'un outil d'analyse d'image commerciale, donc l'utilisation de plusieurs capteurs rouge, vert, bleu et de plusieurs plateformes d'acquisition aux résolutions spatiales différentes. Ces 3 sous-objectifs, on les a étudiés de manière transversale au sein des 3 cas d'études qui constituent ce projet. Le premier cas d'étude, c'est une classification d'images pour la reconnaissance du milieu. Le second cas d'étude, une segmentation d'images pour la reconnaissance de symptômes de flavescence dorée.
Et pour finir, on s'est intéressé aux performances des réseaux face à des changements de résolution spatiale et face à des images acquises par drone. Donc, premier cas d'étude, la reconnaissance du milieu. Dans ce cas, on voulait voir quelles étaient les performances des réseaux face à des images qui présentaient des intensités de symptômes différentes, mais aussi une diversité de stades phénologiques et une diversité de conditions météo et d'illumination. De manière secondaire, on voulait également confronter notre réseau à différents organes, différents cépages, et puis des images qui venaient de plusieurs capteurs rouge, vert, bleu et qui ont été prises sur différentes années. Le mildiou de la vigne, c'est une maladie qui est causée par l'Homoïcète plasmopara viticola et ces symptômes sont amenés à évoluer selon donc, le stade de développement et puis selon l'intensité de la contamination. Si on s'intéresse seulement aux symptômes foliaires, on va commencer par avoir des taches jaunes, comme ici, dites taches d'huile, et puis également des sporulations, comme là c'est le duvet blanc que vous pouvez voir ici dans l'image B. Ces taches jaunes vont aussi progressivement dessécher et on va avoir des taches plutôt brunes comme en C et en D. Donc le mildiou, c'est un bon cas d'étude pour voir si justement les réseaux de neurones convolutifs vont être capables d'associer toute cette diversité de symptômes à un seul label, le mildiou. Quand on travaille de l'apprentissage profond, la qualité des données est vraiment au centre des performances. Donc, pour créer notre jeu de données, on s'est rendu dans plusieurs vignobles, à la fois en France et au Québec, lors des étés 2017 et 2018. Et on a pris des photos au moyen d'un appareil rouge-vert-bleu qu'on tenait soit à la main ou sinon qui était monté sur une perche, comme ici, ce qui permettait d'obtenir des photos avec un point de vue un peu plus en hauteur. Selon la situation phytosanitaire du champ, on a défini une taxonomie à 7 classes, dont le mildiou. On a ensuite séparé toutes nos images en 2 sous-ensembles. Donc d'un côté, entraînement, validation, de l'autre, test. Donc l'ensemble de tests qu'on vient chercher à la toute fin pour évaluer les modèles qu'on a entraînés. L'étape suivante, c'était celle de la notation, où là, on a associé un label à une portion de l'image. Et autour de ce point, on a extrait des portions d'images. Et c'est en fait avec ces parties d'images, ces unités, que j'ai entraîné et évalué mes modèles dans ce cas d'étude. Donc ici, je ne travaille pas avec des images entières. Ensuite, j'ai suivi des étapes tout à fait classiques pour l'entraînement de ces réseaux. Donc une augmentation de données, quelques pré-traitements, puis l'entraînement des réseaux de neurones à proprement parler. Donc on a choisi une stratégie d'apprentissage par transfert en faisant un réentraînement complet sur 30 époques. Une fois que les modèles ont été entraînés, on a sélectionné ceux qui fonctionnaient le mieux en validation et on les a évalués sur l'ensemble de tests. Donc, je vais m'attarder un peu sur la boîte entraînement des réseaux de neurones convolutifs. De la multitude d'architectures qui existent, on a sélectionné les ResNet, qui sont maintenant des grands classiques dans les architectures de réseaux de neurones convolutifs. C'est une architecture qui a été proposée en 2016 dans le but de résoudre le problème de dégradation des précisions en entraînement qui arrivait quand on travaille des architectures profondes. Donc les ResNet possèdent des sauts de connexion qui transmettent une fonction d'identité d'une couche donnée à une couche plus profonde. Et grâce à ça, les couches intermédiaires peuvent apprendre une fonction résiduelle en lien avec l'entrée du bloc. Et ça évite le problème de dégradation. L'architecture ResNet a été proposée en 5 profondeurs différentes. Ça va de ResNet 18 qui a 11 millions de paramètres à ResNet 152 qui en possède 58 millions. Donc, grossièrement, quand une architecture possède beaucoup de paramètres, une plus grande profondeur, elle est capable de générer une plus grande complexité de filtres, de caractéristiques. Mais on risque aussi d'avoir des problèmes de surapprentissage, ce qui veut dire que notre modèle ne serait pas capable de fonctionner sur des images inédites. Donc, on veut à tout prix éviter ce problème. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de prendre les 5 profondeurs de ResNet qui existent, de les comparer et de voir s'il y en a qui fonctionnaient mieux sur notre quantité de données et puis pour la complexité du problème qu'on a à résoudre. Donc voici les résultats. Vous savez sur la première ligne, le taux de bonne prédiction sur les ensembles de validation et sur la seconde ligne sur l'ensemble de tests, puis ça pour les 5 profondeurs. Donc ce qu'on peut observer, c'est que les résultats en validation sont très proches les uns des autres. On est autour de 98% dans tous les cas. En test, on a une diminution de précision qui va de 5 à 3%. Les meilleurs résultats sont obtenus avec le ResNet 18 avec 95,48%.
On peut regarder la matrice de confusion normalisée de SRASNet 18. Donc ici, sur l'axe vertical, vous avez les annotations, sur l'axe horizontal, les prédictions. On peut observer qu'il y a deux classes qui fonctionnent vraiment bien, c'est celle des organes sains et de l'arrière-plan, toutes les deux à plus de 99% de bonnes prédictions. Pour le milieu, c'est autour de 95%. Et les deux classes qui fonctionnent le moins bien, ce sont les carences et les rhinoses. Ce sont finalement les deux classes pour lesquelles j'avais le moins d'exemples en entraînement. Donc, c'est sûrement un facteur d'explication. On peut aussi regarder les mauvaises prédictions, quelques mauvaises prédictions. Donc là, ce sont des images dont la notation, c'est mildiou et le modèle les a prédites comme carences. J'ai relevé deux cas de figure. Le premier, ce sont des images qui contenaient du mildiou, mais aussi des carences. Et le second cas, c'était plutôt des symptômes de mildiou qui étaient assez étalés, donc qui pouvaient peut-être grossièrement ressembler à des carences avancées où les tons jaunes sont parfois assez présents. On peut également regarder quelques bonnes prédictions. Ça nous montre que le modèle a été capable de gérer des images qui sont à l'ombre, complètement au soleil, qui contiennent des grappes, des feuilles, des tiges. Donc c'est vraiment des résultats très satisfaisants. Quelques éléments à retenir de ce cas d'étude. On a pu voir que les réseaux étaient capables de gérer une diversité de symptômes sur plusieurs organes, également plusieurs stades phénologiques et conditions d'illumination. Par contre, on a pu constater des performances inférieures sur les classes qui avaient le moins d'exemples en entraînement, donc comme les carences et les rhinoses, mais aussi sur les symptômes qui étaient peu ou pas renseignés en entraînement. Donc ça, c'était pour les tâches de mildiou étalées et les carences avancées. On a également vu des confusions lorsque deux problèmes sont présents dans une même image, mais ça, c'était surtout un problème de taxonomie parce qu'elle ne prévoyait pas cette configuration. Comment on l'avait designé, c'était soit carence, soit mildiou, ce n'était pas possible d'avoir les deux. Donc, passons maintenant au second cas d'étude. Cette fois, on cherche à reconnaître des symptômes de flavescence dorée. On va pas seulement associer ici un label à une portion d'image, on va aller sur une prédiction pixel à pixel sur une image entière. Donc, on va faire de la segmentation. Dans ce cas d'étude, on voulait voir si nos réseaux de neurones étaient capables de gérer donc, des images qui présentaient une architecture foliaire complexe. Donc ça, c'est le fait de travailler avec des images entières, mais aussi si c'était capable de fonctionner sur plusieurs cépages et sous plusieurs conditions météo. De manière secondaire, on a confronté notre réseau à des images qui étaient prises par différents capteurs. Donc, il y avait différentes résolutions spatiales et qui étaient prises même à différentes années, sur différentes années. La flavescence dorée, c'est une maladie qui est causée par des phytoplasmes et transmise par une cicadelle. C'est une menace importante pour le vignoble européen à cause de sa diffusion rapide et des conséquences irréversibles qu'elle a sur la vigne contaminée. Les principaux symptômes, c'est une absence d'aoutement, une mort des inflorescences et des baies, un enroulement des feuilles et une coloration des feuilles. Donc on va avoir une coloration dans les tons jaunes pour les cépages blancs et dans les tons rouges pour les cépages rouges. Une particularité de cette maladie, c'est que même au sein de ces deux grandes familles rouges et blancs, les symptômes sont amenés à varier d'un cépage à l'autre. Donc on va avoir des cépages comme ici qui expriment plus d'enroulement alors que d'autres vont exprimer des colorations même au niveau des nervures. On peut même avoir des symptômes qui vont varier d'une année à l'autre. Donc, c'est pour dire que c'est une maladie qui est déjà difficile à reconnaître visuellement. En plus de ça, la reconnaissance visuelle des symptômes ne va pas suffire à aller jusqu'au diagnostic parce qu'on a une autre maladie qui a exactement les mêmes symptômes. Donc, il faut faire une analyse labo pour s'assurer qu'on est bien en présence de flavescence. Donc là, l'idée de cet outil de prospection, ce serait de repérer des symptômes qui sont similaires à ceux de la flavescence, ce qui ferait quand même gagner du temps à l'agriculteur qui n'aurait plus qu'à aller prélever ou vérifier sur le terrain certains plants qui sont suspects. Pour acquérir les données, je me suis rendue en France en 2018. Puis on a surtout trouvé des cépages, des pieds contaminés par la flavescence sur les cépages blancs et même sur un seul cépage blanc, le chardonnay. Donc cet aléa du terrain a conditionné la question de recherche qu'on s'est posée. C'est est-ce qu'un modèle entraîné sur un cépage, le chardonnay, peut fonctionner sur d'autres cépages blancs? Pour la taxonomie, cette fois, on est parti sur une taxonomie binaire avec flavescence d'un côté et non-flavescence de l'autre. La classe non-flavescence est vraiment très hétérogène. On a à la fois d'autres plantes contaminées par d'autres maladies, on a des carences du sol, de l'arrière-plan,
des mauvaises herbes. Donc voilà, c'est vraiment une classe qui a beaucoup de diversité. On a ensuite divisé toutes nos images en 2 sous-ensembles. Pour la notation, donc pour l'ensemble d'entraînement-validation, on a procédé comme pour le Midview. On est venu extraire des portions d'images qui ont servi pour entraîner le modèle. Pour l'ensemble de tests, comme on veut une analyse d'images entière, on est venu faire une annotation en zones, donc les zones claires, flavescence, les zones foncées, non-flavescence. On a fait ça pour toutes les images des 8 ensembles d'évaluation qu'on avait. Donc les ensembles d'évaluation sont ici symbolisés par les dossiers. Les dossiers noirs, ce sont ceux qui contiennent des photos que j'ai prises moi-même sur le terrain. Et les dossiers jaunes correspondent à des images qui ont été envoyées par un technicien d'une agence de lutte contre les nuisibles en France, donc la Fredon. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des dossiers qui contiennent peu de photos, mais elles ont le gros avantage d'avoir été prises par quelqu'un d'autre que moi, donc dans d'autres conditions, avec d'autres appareils. Et donc, c'est un très bon test de robustesse, même s'il est petit. Donc, de nouveau, j'ai suivi les étapes classiques d'entraînement, donc une augmentation de données, des pré-traitements pour les images, l'entraînement des réseaux de neurones convolutifs. Donc, j'ai choisi le ResNet 18 comme c'est celui qui a bien fonctionné sur le Mindio. Et comme je disais au début de la présentation de ce cas d'étude, c'est que là, on veut aller plus loin que la classification, on veut un rendu de segmentation comme ici. Donc, pour avoir ce rendu, on a converti notre classifieur en réseau pleinement convolutif. Le réseau pleinement convolutif, c'est une architecture qui a été proposée en 2017 et on peut, grâce à ça, transformer un classifieur en outil de segmentation par une transformation assez simple. Donc, il suffit de remplacer les couches pleinement connectées qui sont à la toute fin du réseau et qui permettent d'obtenir le label par des couches de convolution une par une qui permettent d'obtenir une prédiction pixel à pixel sur notre image. Donc, regardons les résultats qu'on a obtenus sur le jeu de données Chardonnay. Sur 66 images qui contenaient de la flavescence, il y en a 65 qui ont bien été repérées par le modèle. Et sur 87 images qui ne contenaient pas de flavescence, on a juste une où il y a eu une fausse détection. Donc, ça donne des taux de faux positifs et de faux négatifs très bas. On a aussi une bonne qualité de segmentation, ce qu'on peut voir ici. Donc, sur la première ligne, c'est la segmentation que j'ai réalisée manuellement, et la seconde, celle qui a été réalisée par le modèle. Donc, on a un peu de surdétection ici, un peu de sous-détection juste à côté, mais globalement, on a un feuillage qui est bien découpé et la prédiction ressemble beaucoup à la segmentation manuelle. Second cépage, l'uni-blanc. Sur les 155 photos de ce jeu de données, il n'y en a que 6 qui contenaient de la flavescence et il n'y en a qu'une qui a bien été repérée par le modèle. Donc ça nous montre que notre modèle Chardonnay ne fonctionne pas du tout en inférence sur l'uni-blanc. Le taux de faux positif reste assez stable, c'est en dessous de 3%. Donc ça, par contre, c'est satisfaisant. Troisième et dernier cépage que je vais vous montrer aujourd'hui, le sémillon. Donc là, il n'y avait que 3 photos qui contenaient de la flavescence. Elles ont toutes été bien repérées par le modèle. Mais par contre, si on regarde la qualité de la segmentation, on voit qu'elle est moins satisfaisante que ce qu'on avait tout à l'heure sur le chardonnay. On a notamment beaucoup de zones qui sont oubliées par le modèle. Pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que notre modèle fonctionne bien sur certains cépages, moins bien sur d'autres, voire pas du tout, on a utilisé une technique de visualisation qui s'appelle Guided GradCam et qui nous permet de voir sur quelle zone de l'image le modèle utilise pour baser sa prédiction. Donc, on peut voir les cartes de visualisation, les cartes d'activation pour une classe donnée. Donc, ici, vous avez des celles non flavescence, juste à côté flavescence, et la même chose ici. Grâce à ça, on s'est rendu compte que la morphologie de la feuille était un critère discriminatif important pour notre modèle. Et notamment pour non-flavescence, c'est vraiment l'aspect dentelé du pourtour et l'orientation des nervures qui est un critère discriminatif. Pour la flavescence, c'est aussi le tour de la feuille, mais vraiment plus l'aspect enroulé et aussi l'orientation particulière des nervures. Donc ça nous a permis de comprendre pourquoi est-ce que le modèle ne fonctionnait pas du tout sur l'uni blanc, parce que c'est un cépage qui a la particularité d'être peu enroulé, donc qui va conserver son aspect dentelé, comme ici, associé à la classe non-flavescence. Donc quelques éléments à retenir de ce cas d'étude.
on a pu voir que nos modèles avaient une bonne capacité à gérer toute une diversité de problèmes phytosanitaires et leurs différents symptômes, même s'ils sont regroupés sous une classe aussi généraliste que non-flavescence. Le modèle a aussi été capable de gérer des images complexes, fidèles à la réalité du champ et qui contenaient différentes conditions d'illumination. Par contre, on a eu des performances inférieures, voire nulles, sur les photos de flavescence au cépage non renseigné en entraînement. Puis globalement, moins le cépage exprime le roulement et moins bonne était la prédiction. Il y a 2 éléments que je voulais noter. Le premier, c'était la simplicité de la conversion de la classification vers la segmentation en utilisant les réseaux pleinement convolutifs. Ça nous a vraiment permis d'avoir une segmentation de résolution assez grossière, mais c'était assez précis pour notre application. Et grâce à ça, j'ai aussi pas eu besoin de repasser par une phase d'annotation, ce qui était quand même assez appréciable. Ensuite, les techniques de visualisation ont vraiment aussi apporté de l'information supplémentaire qui permet de mieux comprendre les limites d'application des modèles. Donc, quels sont les points faibles, quels sont les points forts et dans quel cas on va pouvoir les utiliser concrètement. Donc, passons au dernier cas d'étude. Dans ce cas d'étude, on s'est intéressé à une problématique assez spécifique qui est la performance des réseaux de neurones convolutifs face à des changements de résolution spatiale et face à des images acquises avec différentes plateformes d'acquisition, donc la perche et le drone. On voulait comprendre les limites d'application de nos modèles, puis voir si le transfert d'une plateforme à l'autre pouvait se faire assez facilement sans forcément avoir besoin d'acquérir de nouvelles images pour l'entraînement. De nouveau, on s'est intéressé à la reconnaissance de symptômes de flavescence dorée. Donc, on a utilisé les mêmes acquisitions par perche pour l'entraînement des modèles, mais à cela s'est ajouté une acquisition par drone pour l'évaluation. Donc, l'acquisition par drone a été réalisée avec une caméra RVB 42 mégapixels et on a fait un vol en manuel à peu près 10 mètres d'altitude, ce qui nous a permis d'avoir une résolution spatiale au sol d'environ 1 mm. Pour l'entraînement, on suit la même méthode que pour le cas d'étude précédent. Donc, on entraîne un classifieur et on le convertit en réseau pleinement convolutif au moment de l'inférence. Sauf que là, en fait, on va avoir 3 versions différentes du même ensemble d'entraînement. On voulait voir si de simples modifications de l'ensemble d'entraînement pouvaient permettre une meilleure robustesse face à des résolutions spatiales plus faibles. Donc, le premier jeu de données, c'est le même que celui utilisé dans le cas d'étude précédent. Le second, c'est aussi le même, mais enrichi avec un bon millier d'annotations. Donc, ces annotations concernaient notamment des objets sur lesquels les modèles précédents butaient, donc des rameaux, des superpositions foliaires. Mais ça concernait aussi des objets qui sont plus fréquents sur les images drones, donc notamment des effets d'ombre et puis tous les objets qu'on va retrouver dans l'interrang. Le troisième jeu de données, c'est le jeu de données 2, mais avec en plus une duplication des patchs en taille réduite par 3. L'idée derrière ça, c'était de confronter dès l'entraînement notre modèle à des résolutions spatiales plus faibles. Une fois que les modèles ont été entraînés, on les a évalués. L'évaluation s'est passée en 2 temps. Donc d'abord sur des images acquises par perche qu'on a présentées en 3 résolutions spatiales. Donc ça va d'une dimension originale à une dimension équivalente drone. Et donc, dans un second temps, on évalue sur les vraies images drone. Donc, regardons les résultats. Premièrement, sur les images acquises par perche. Donc, vous avez ici le taux de faux positifs et négatifs. Donc, c'est 2 valeurs qu'on va chercher à minimiser. Ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que nos modèles, ils se spécialisent pour une dimension d'image donnée. Donc, pour la dimension originale, c'est le modèle issu du jeu de données 1 qui a le mieux fonctionné. Sur la dimension intermédiaire, c'est le modèle issu du jeu de données 3. Et dimension équivalente drone, c'est celui du jeu de données 2 qui apporte les meilleures performances. Donc, on n'a pas un modèle qui a bien fonctionné sur les 3 dimensions. Ensuite, on peut observer une relative stabilité de la sensibilité. On est autour de 5% au maximum. Et ça, c'est sûrement la métrique la plus importante à regarder quand on travaille avec la flavescence, parce que c'est plus coûteux d'omettre une détection de flavescence que d'avoir un peu de surdétection. Regardons maintenant quelques mauvaises prédictions. Donc pour les faux négatifs, ce sont finalement des images assez récurrentes d'un modèle à l'autre qui posent problème.
C'était notamment des zones contaminées de petite taille, mais aussi des enroulements qui n'étaient pas liés à la flavescence. Pour les faux positifs, on avait principalement des feuilles courbées peu dentelées, des zones floues et des rameaux. Et tous ces cas de faux positifs, c'est en fait les mêmes qu'on retrouvait dans le cas d'études précédentes. Donc, malgré les annotations supplémentaires que j'ai ajoutées pour essayer de faire en sorte que le modèle arrive à mieux gérer ces cas-là, euh, le modèle continue de buter là-dessus. Regardons maintenant les résultats sur les images acquises par drone. Donc, on a toujours le taux de faux positifs et négatifs qu'on cherche à minimiser. Ce qu'on peut voir, c'est que le taux de fausse détection est vraiment un nombre trop conséquent. Au minimum, c'est plus de 10%. Et puis, sur le modèle du jeu de données 1, on a même l'intégralité des images qui contiennent des faux positifs. On a également une sensibilité qui est insuffisante avec un taux de faux négatif qui est au minimum de plus de 20%. On peut quand même regarder un exemple de segmentation. Donc ici, il y a la segmentation manuelle, puis après la segmentation pour chaque modèle entraîné avec les différents jeux de données. Donc sur celui entraîné avec le jeu de données 1, on retrouve les faux positifs qu'on voyait dans le graphique avant. Et pour les modèles issus des jeux de données 2 et 3, on voit que même s'il y a peu de faux positifs, on a vraiment une sous-détection importante, notamment tout ce rang-là qui est vu comme non-flavescence alors qu'il en contient. Donc, quelques éléments à retenir de ce cas d'étude, c'est que nos réseaux de neurones ont une bonne capacité à gérer différents niveaux de résolution spatiale selon le choix d'annotation qu'on a fait. Par contre, on a eu des performances inférieures, même nulles, lors de l'analyse d'images drone par un modèle entraîné sur des images perches. Deux choses que je voulais noter. Tout d'abord, la difficulté d'amélioration des performances malgré l'enrichissement du jeu d'entraînement. On a tendance à dire que plus on va avoir d'exemples dans notre jeu d'entraînement, meilleures vont être les performances. Mais là, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Même en prenant des exemples qui me semblaient bons, je n'ai pas forcément eu d'amélioration des résultats. Ensuite, la résolution spatiale, c'est un paramètre que je n'avais pas encore exploré jusque-là et qui pourtant a vraiment un impact sur les performances, que ce soit en entraînement ou en inférence. Donc c'est vraiment un paramètre que je vais garder en tête pour mes prochaines expérimentations. Pour terminer cette présentation, on peut reprendre la question de recherche que je me posais au début de mon projet. L'apprentissage profond et plus particulièrement les réseaux de neurones convolutifs peuvent-ils permettre de développer un outil d'analyse d'images automatique pour l'identification de problèmes phytosanitaires de la vigne? Ma réponse est oui. J'ai pu voir dans toutes les expérimentations qu'on a menées que ces réseaux avaient une bonne capacité à gérer des images complexes, fidèles à la réalité du champ. Et également qu'on avait une analyse qui était assez robuste pour reconnaître les problèmes phytosanitaires dans toute leur diversité. Trois éléments que je voulais noter, plus spécifiquement pour l'analyse d'images pour la reconnaissance de maladies et ravageurs des cultures, c'est déjà de garder en tête l'application qu'on vise. Il y a vraiment des questions thématiques qui vont être importantes, comme par exemple, est-ce qu'on s'oriente vers une prospection régulière ou une prospection ponctuelle? Quel niveau de précision on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un traitement d'image en temps réel? C'est des questions qui vont vraiment influencer nos choix de techniques, donc c'est important de se les poser dès le début du projet. Ensuite, ce qui est important, c'est évidemment la représentativité des données, puisque c'est ça qui va conditionner si notre modèle fonctionne bien en opérationnel après. Évidemment, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi aussi, je me suis confrontée à cette difficulté. Je n'ai pas toujours réussi à acquérir les données que je souhaitais. Par contre, j'ai trouvé que grâce aux techniques de visualisation, j'ai acquis une meilleure connaissance des limites d'application du modèle, ce que j'ai trouvé vraiment utile parce que ça permet de savoir dans quel cas de figure on peut appliquer le modèle ou pas. Donc, c'est ce que j'ai un peu déjà dire. La principale difficulté liée à ma méthodologie, ça a été la difficulté d'acquérir les données que je souhaitais. À cause de ça, on s'est retrouvé dans des scénarios de divergence où mon ensemble d'entraînement était trop différent de mes ensembles d'évaluation, donc le modèle n'était pas capable de généraliser. Mais en apprentissage profond, il y a plusieurs problèmes liés au manque de données, au manque de données annotées. Donc, il y a aussi plusieurs solutions techniques qui existent. Il y a notamment le champ de l'adaptation de domaine qui est assez dynamique. Et puis deux techniques que j'aurais bien aimé essayer pendant ce projet, le self-supervised learning et l'active learning.
Il y a aussi une autre solution plus simple qui serait le partage des jeux de données à la communauté. Je vous ai présenté au tout début de cette présentation le jeu de données Plant Village. C'est un jeu de données qui a été beaucoup partagé, grâce auquel beaucoup d'études ont vu le jour. Donc, on voit que dès qu'on partage nos données, ça stimule quand même tout le milieu de recherche. Au-delà des défis liés à l'analyse d'images, il y en a d'autres avant que les outils de prospection arrivent dans les champs. Il faut notamment penser à un système de service qui va pas être trop contraignant pour les agriculteurs pour que ces outils puissent bien intégrer leur routine de protection des cultures. Il y a également les enjeux liés à la transparence des systèmes qu'on propose et puis à la propriété des données, notamment celles qui sont générées lorsqu'il y a une prospection automatique. Donc, l'agriculture de précision a aussi, à mon avis, beaucoup d'atouts pour intégrer, participer à développer de nouvelles stratégies de protection durable des cultures. Donc, ce que j'ai trouvé assez enthousiasmant, c'est de voir qu'il y avait eu énormément de progrès en analyse d'images ces dernières années. Et puis, quand on regarde l'autre volet des outils de prospection, qui est l'acquisition, on voit que c'est aussi le cas pour eux. Donc, notamment quand on regarde des innovations en drones, en robots automatiques ou encore dans les serres complètement automatisées. Donc, on a vraiment, je pense, des bonnes cartes en main pour continuer à développer ces nouvelles technologies et espérer les voir arriver chez les agriculteurs. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Puis je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Donc ça va de mes collègues du crime, plus particulièrement ceux de l'équipe Busy, avec qui j'ai vraiment aimé travailler ces dernières années, et puis toutes les personnes qui m'ont aidé aussi sur le terrain, celles qui m'ont ouvert leur vignoble, celles qui m'ont formé également. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, je n'y connaissais vraiment pas grand-chose sur les maladies des vignes. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec moi. Merci beaucoup, Justine, pour ta présentation. Fait que ça clôt la période de présentation, puis on va commencer à prendre les questions. Il y avait Gad qui avait levé la main au tout début de la présentation. Est-ce que tu avais une question à poser à Justine? Bon, la main est partie. Fait que Karem Chakmani. Bonjour tout le monde, bonjour Justine. Bonjour. Félicitations pour cette belle présentation, très intéressante et très pédagogique. Et pour un sujet très complexe, c'était bien présenté. Je voulais quelques petites questions. La première, c'est quoi les techniques d'augmentation de données que vous avez utilisées? C'était des techniques très, très standards. Donc, c'était des rotations, des retournements d'images, quelques modifications aussi au niveau de la dynamique de l'image. Okay. Vous n'avez pas pensé à utiliser qu'on appelle ça des couches de bruit aléatoires? Mais c'est vrai que j'ai testé plusieurs augmentations de données, puis je me suis rendu compte que c'était les plus simples qui m'apportaient les meilleurs résultats. Donc, je suis restée finalement dans des opérations assez classiques. Ok, c'est correct. Je n'ai pas mis ma caméra, c'est pas évident de parler comme ça dans le vide. L'autre question, c'est quoi les performances, disons, en termes de temps de calcul de l'application de votre algorithme? Est-ce que c'est quelques secondes, par exemple, pour traiter une image? Ouais, pour l'inférence, c'est de l'ordre de la seconde par image. Ok, donc c'est pensable à mettre dans un processus, comment on appelle ça, c'est de traitement à temps réel quasiment, hein. Par exemple. C'est vrai que moi, je connais pas trop, j'ai pas trop regardé les caractéristiques techniques des outils là pour le traitement réel. Donc, j'aurais du mal à comparer par rapport aux cartes graphiques que j'avais sur mon ordinateur. Mais je pense que maintenant, il y a des technologies comme le ResNet 18, c'est un réseau assez léger. Et j'ai vu qu'il y avait des ResNet 18 qui étaient transposés sur des Raspberry Pi. Donc, après, c'est ça. Ça dépendra aussi sûrement de la dimension de l'image. Enfin, il y a plein de paramètres techniques que j'ai pas regardé. La dernière petite question, avez-vous contribué à la base de données Plant Village là, que vous avez fait référence? Avez-vous transféré vos images
Le partage des données est prévu, mais ce ne sera pas avec Plant Village. Plant Village, ça fait vraiment plus des photos d'une feuille sur un arrière-plan homogène. Il y a quelques images aussi prises en milieu non contrôlé, mais Ok. non, je pense plutôt partager indépendamment. Mais dans quelle base de données? Est-ce que vous connaissez déjà ou c'est juste... Non, bah, je vais commencer à regarder le partage des données là dans les prochains jours, donc Ok. Ben, merci pas encore beaucoup pour défini. c'est encore bravo pour ce beau travail. Merci. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour Justine? Moi, j'aurais une question pour toi, Justine. C'est, à ton avis, ça va prendre combien de temps, combien d'années pour que genre, tous ces processus, ces modélisations soient comme accessibles aux agriculteurs finalement? Parce que là, on est dans la phase plus de recherche fondamentale, mais c'est quoi les projections pour que ce soit vraiment applicable au domaine agricole, soit par des petites firmes, soit directement éventuellement par les agriculteurs s'il y a des interfaces user-friendly, mettons? Bah, c'est une bonne question que je me pose aussi. Il y a quand même plusieurs entreprises là, qui s'approprient aussi les techniques d'apprentissage profond. Puis il y a des entreprises aussi qui proposent leurs services dans tout ce qui est prospection automatique. C'est plus que pour le moment, on a des prospections plutôt ponctuelles, j'ai l'impression, pas forcément régulières Mm. avec ces outils. Après, il y a aussi des outils qui ont été développés pour aider les agriculteurs, bah, plutôt dans les pays du Sud, quand ils n'ont pas forcément accès à une expertise d'un phytopathologiste. Donc, c'est des applications sur le cellulaire où tu prends en photo une plante malade dans ton champ et puis tu as un diagnostic qui est proposé. Donc, ça, c'est déjà des applications qui existent et Ok, qui sont disponibles. cool. Jérôme? Ouais, je voulais juste peut-être ajouter là-dessus que ce projet-là, à la base, a quand même été financé en partenariat avec l'industrie, dont Microdrone, qui travaille beaucoup au niveau de la vigne, en plus de vendre des drones. Donc, eux, un de leurs objectifs, c'est aussi de vendre du service. Donc, c'était aussi dans ce contexte-là que ça a été fait. Fait qu'on on pense que on pense qu'éventuellement ça va être appliqué, mais il y a toujours un décalage entre l'idée de départ et puis le résultat final et où est rendue la compagnie aussi Ouais. dans ce délai-là. Donc, si c'était à refaire, je pense aujourd'hui, on ne ferait pas du tout ça de la même façon. Puis Ok. peut-être même que la compagnie se lancerait peut-être même pas là-dedans. En tout cas, je m'avance peut-être, mais c'est un domaine qui bouge tellement vite que c'est des fois difficile à suivre. Ok. Bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Justine? Ouais, Eve. Bonjour Justine, merci pour Salut. cette présentation où j'ai regardé quand même, enfin j'ai reconnu pas mal de photos. Du coup, j'avais une petite question sur au niveau des images drone. Donc tu nous as parlé de celle qui était à 1 mm. Et Ouais. sachant que je sais qu'il y avait eu d'autres acquisitions, est-ce que tu as pu tester sur les autres hauteurs ou t'as pas pu, enfin t'as pas eu le temps ou, Non, je ne l'ai pas testé parce que, en fait, j'ai déjà essayé de dégrader mes images, bah, celle à 1 mm pour le passer à l'équivalent d'un vol à 25 mètres. Puis les résultats, bah, déjà qu'ils n'étaient pas bons sur Ouais, celle à 1 mm, donc c'était encore moins bon sur la simulation 25 mètres. Donc c'est vrai que je n'ai pas essayé sur les autres vols qu'on avait fait. Et est-ce que tu penses que ce serait possible du coup de faire pour la prochaine fois, de faire des annotations justement sur les images drones au lieu de les faire et ce serait possible de réutiliser par exemple les algos que tu as trouvés en utilisant les annotations sur les images drones et de tester à chaque résolution. Est-ce que c'est quelque chose que tu as prévu? C'est sûr que si on faisait le travail d'annotation sur les images drones, ça fonctionnerait, je pense. Mais après, le problème, c'est de réussir à acquérir assez d'images drones. Enfin, c'est vrai que tu es la personne qui est le mieux placée pour savoir à quel point ça a été compliqué déjà d'organiser l'acquisition d'images, surtout l'acquisition des images drones. Donc, il faudrait avoir encore plus de temps sur le terrain pour réussir à avoir le jeu de données qu'il faut. Ce qui serait intéressant, c'est de réussir à faire un peu une passerelle entre un modèle perche vers un modèle drone pour
essayer d'alléger un peu le travail d'annotation qu'il y a à faire. Ok, merci. Merci. Après, on a une question de Charlotte Labi ou Labi. Bonjour. Bonjour. Alors, je travaille au Gédon des Bordeaux et j'ai une question de curiosité. Alors, j'ai raté les 5 premières minutes de la présentation, donc je ne sais pas si vous l'avez dit. Vous avez travaillé sur des images RGB et je voulais savoir si vous aviez essayé de travailler sur des images autres comme hyperspectrales ou multispectrales et si ça avait donné des moins bons résultats ou si c'est pas du tout, vous n'avez pas du tout fait ça. Au début du projet, on voulait travailler avec une caméra qui avait aussi du proche infrarouge. Mais c'est vrai que on n'avait pas eu le temps de. On avait juste une caméra avec de l'infrarouge et le problème, c'est que comme mes photos perches étaient prises assez proches du feuillage, quand on essayait de réaligner les canaux, on n'avait pas une bonne superposition. Donc, j'avais peur que les images RGB NIR soient pas exploitables. Donc, j'ai préféré assurer le coup et passer juste sur du RGB. Mais c'est sûr que ajouter du proche infrarouge, ça apporterait une information supplémentaire. Donc, ça pourrait être intéressant. Il y a aussi quelques applications qui utilisent de l'hyperspectral, mais c'est vrai que je n'ai pas regardé dernièrement les résultats, ce que ça donnait avec l'apprentissage profond, mais il y a aussi des études là-dessus. Ok. Merci. Est-ce qu'il y avait quelques autres questions pour Justine? Oui, Karine Bergeron. Bonjour, moi je suis au ministère de l'Agriculture au Québec. Je me demandais pour l'application dans un futur plus ou moins rapproché dans les champs, est-ce qu'il y a de la détection seulement sur les feuillages atteints du mildiou ou est-ce qu'il va être possible aussi de visualiser en fonction des organes, les tiges, les vrilles, les fruits qui sont atteints et aussi pour le mildiou qui se développe plus tard en fin de saison, là, plus à l'automne, il y a des possibilités de ce côté-là aussi. Oui, c'est sûr que le mildiou, on va vraiment pouvoir le détecter là, sur tous les organes de la vigne, une fois que les symptômes sont bien apparus. Donc, c'est sûr que pour le mildiou de fin de saison, il n'y aurait pas de problème. Puis, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir une cartographie du mildiou en fin de saison pour avoir une idée d'où il apparaîtra l'année suivante. Puis, il pourrait aussi y avoir une quantification des grappes atteintes. Après, ça, je pense qu'on pourrait réutiliser le jeu de données que j'ai, mais qu'il faudrait le paramétrer un peu différemment, l'entraîner différemment pour arriver à ce résultat-là. Donc, Merci, ce serait possible. ça devrait être un outil très, très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Karim, oui. Une petite dernière. Donc, est-il envisageable ou est-ce que de penser développer un modèle multi-maladie, multi-ravageur? À partir de là, vous avez développé un modèle pour chaque maladie. Ouais. Est-ce que, si oui, quelle stratégie d'entraînement que vous allez penser faire? Ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir une détection d'anomalies, donc avoir un modèle où ce soit vraiment plante saine, plante non saine, puis d'avoir une classe très générale de non saine. Mais après, du fait qu'on puisse avoir des configurations où on a des maladies qui cohabitent, j'ai trouvé la structure binaire puis spécialisée vraiment sur une maladie intéressante parce que par exemple, dès que j'avais de la flavescence dorée, même si elle cohabitait avec des symptômes de mildiou, bah, ça arrivait dans la classe flavescence dorée au lieu que ce soit non flavescence. Donc, je pense, moi, ce que je trouverais intéressant, ce serait d'avoir, c'est ça, un modèle vraiment de plantes saines, plantes non saines, puis après, dans les non saines, d'avoir un modèle spécialisé pour chaque problème qu'on cherche plus spécifiquement. Okay. Il n'y a pas moyen de, par exemple, d'annoter, dire que flavence sur mildiou, mildiou sur flavence, comme ça, donc... Ce serait vraiment un niveau d'annotation plus complexe. Et puis, le problème, c'est qu'aussi, on réduit nos exemples en faisant ça. On n'a pas toujours beaucoup d'exemples de cohabitation de maladies, donc je ne sais pas ce que ça donnerait. On risquerait d'avoir une perte au niveau des performances, je pense. Merci. Est-ce qu'il y avait quelques dernières petites questions?
Charlotte, est-ce que tu avais une autre question? Je vois que ta main est levée. Probablement pas. Bon, fait que si Jérôme, est-ce que tu avais des derniers petits commentaires ou remarques pour ta présente ancienne étudiante? Non, mais c'est ça. Je pense que, comme on disait, on est quand même beaucoup tu le disais, Nicolas, là, en mode de recherche. Il reste encore un bon pas à faire là, avant l'implantation au niveau opérationnel. Mais je pense que le potentiel est aussi sur des caméras. On a parlé de drones beaucoup, mais les caméras embarquées sur machinerie, là, notamment, sont aussi, je pense, ouvrent une bonne porte aussi là, sur l'utilisation de ce genre de réseau-là. Donc, c'est vraiment le potentiel est là. C'est sûr qu'après, la difficulté, c'est de monter des projets en partenariat pour pousser davantage ce genre d'application-là. Mais moi, je voulais féliciter Justine pour son excellent travail. Merci. Bon, ben, merci beaucoup. Je vois qu'on a 2 autres questions finalement. Samuel? Oui, bonjour Justine. Je voulais savoir au niveau de l'entraînement, est-ce que, peut-être tu l'as mentionné dans la présentation, est-ce que tu as utilisé des réseaux pré-entraînés? Et si oui, est-ce que tu es allé bien profond dans le réseau pour ton transfert d'apprentissage? Ouais, c'était des pré-entraînés, puis j'ai fait un réentraînement complet, donc avec un taux d'apprentissage qui n'était pas très élevé. Mais j'ai vraiment réentraîné tout le réseau. J'ai pas testé de geler certaines couches sans dégeler d'autres. Ce serait quelque chose assez intéressant à faire, mais ouais, moi j'ai tout réentraîné. Parfait, merci. Et puis Gad, tu as relevé la main? Est-ce que tu avais une question? Ça a l'air que non. Bon, bah, je pense que ça va du coup clôturer ce midi map-ci. Et que merci beaucoup Justine pour ta présentation et puis pour les réponses aux questions. Puis merci à tous d'avoir assisté et posé des questions quand vous en aviez. Fait que c'était ça pour ce midi map. Notre prochain midi map, ça va être le 18 février prochain. Ça va être Tony Saint-Pierre de Xeos Imagerie, qui est une compagnie basée à Québec, qui va venir nous parler de l'intelligence artificielle et de son utilisation par rapport aux photographies aériennes et au lidar, et puis des enjeux de la recherche aussi dans le secteur privé. Fait que ça, ce sera dans à peu près 3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Donc, merci à tous. Ouais. Nicolas, j'en profite pour inviter ceux qui font pas nécessairement partie du réseau, qui reçoivent pas les invitations Midimap. Là, si vous voulez les recevoir, vous pouvez juste contacter Nicolas, puis juste il me pourra contacter, vous ajouter sur la liste. Tout à fait. Et puis, de la même manière, tous les Midimap qu'on fait sont enregistrés et sont mis à disposition sur le site internet du cartel. Fait qu'il y a un onglet Midimap et puis vous pouvez revisionner éventuellement les conférences ou voir s'il y en a que vous avez raté et puis qui peuvent vous intéresser potentiellement. Donc voilà, merci à tous et puis bonne fin de journée. Puis on se revoit dans quelques semaines pour le prochain Midimap. Ciao, ciao.